Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur CETV, la chaîne télé dédiée à l'entrepreneuriat et au business. Entrepreneur à la une est une émission qui, comme à chaque fois, vous permet de découvrir un entrepreneur ou un dirigeant visionnaire et aussi qui vous emmène dans des lieux emblématiques comme aujourd'hui. Nous sommes à la galerie Bardot Collection. On vous rappelle que cette émission est diffusée sur nos chaînes Facebook et YouTube CETV. C'est facile, @CETVTN. Vous pouvez aussi utiliser @CETVTN, j'insiste, sur Instagram et sur LinkedIn. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous trouver sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine ainsi que sur notre site cetv.tn. Et nouveauté, nous sommes maintenant sur podcast, donc Spotify et puis Apple Podcast. Il suffit tout simplement de saisir Entrepreneur à la une. Alors, qui est notre invité aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur que l'on côtoie tous les jours sans le voir, l'externalisation et l'expérience client. Derrière chaque appel, derrière chaque chat, un chatbot, derrière chaque mail, il y a des équipes, des centres installés en Tunisie ou dans le monde et des opportunités d'emploi. Notre invité dirige l'une de ces structures et pilote des équipes qui travaillent pour des marques internationales. Il doit recruter, former, innover, intégrer l'IA, tout en créant un cadre où les gens ont envie de rester et surtout d'évoluer. On va parler avec lui de management, de BPO et de la Tunisie comme hub de talent. Notre invité aujourd'hui, c'est Erwan Injay, Managing Director de Transcom Tunisie. Erwan Injay, merci d'avoir accepté cette interview. Donc cette émission va être divisée en deux parties. Dans la première partie, on va s'intéresser au secteur du BPO, donc le Business Process Outsourcing, donc l'externalisation du processus métier et puis de Transcom aussi. Et dans la deuxième partie, on va se concentrer un petit peu plus sur vous, Erwan Injay, le dirigeant et puis votre vision. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Transcom ? Absolument. Déjà, Karim, merci de m'avoir invité à la mission. C'est un plaisir. Partagez. Le groupe Transcom, il date de 1995. Il a été créé par un fonds d'investissement qui s'appelait le groupe Kinetic. En fait, avec une vision qui était celle de gérer toutes les relations possibles avec la clientèle et les sociétés qui souhaitaient externaliser en fait cette gestion, que ce soit le commerce, la vente, le support technique, la collection de données ou autre. Voilà. Et puis en fait, on le voit maintenant en 30 ans, le groupe a évolué. On parle maintenant de plus de 30 000 collaborateurs à travers 33 pays, 22 marchés mondiaux et quasiment autant de langues. Donc vraiment, le groupe Transcom s'est développé au-delà, je pense, de la vision des créateurs. Je rajouterais qu'aujourd'hui, nous faisons partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle Altor. Nous avons été sortis du SSX, qui est donc les marchés financiers suédois, il y a 6 ans maintenant. Et nous sommes donc propriété privée. Voilà. D'accord. Et puis, vous êtes en Tunisie, vous venez de fêter votre 20e anniversaire ? Exactement. Il y a 2 jours maintenant, je crois. J'essaie de m'en remettre. Le jour du tournage, Exactement, le jour du tournage. Et 20 ans en Tunisie pour Transcom, 20 ans en Tunisie aussi pour moi-même. Donc c'est vraiment, j'ai pu faire la fête 2 fois ce soir-là. On avait plus de 1000 participants. On en parlera peut-être après. On a quand même plus de 2600 employés, donc c'était dur de trouver un bon endroit. Mais oui, 1000 participants. Le CEO de la région Europe, Moyen-Orient, Maghreb, Afrique qui était là aussi. Donc oui, un grand événement pour nous tous. D'accord. À l'endroit au but, quelles sont les solutions que vous proposez à Transcom pour vos clients ? Alors, le BPO, comme vous l'avez dit, c'est de l'externalisation de services ou de process métier. Donc, notre spécialité aujourd'hui, c'est de gérer tout type d'industrie
qu'une entreprise, en général des multinationales ou des groupes qui ont quand même une certaine taille, ne veulent plus gérer en interne. Et tout ce qui tourne autour de la relation client, ce qu'on appelle le CX, l'expérience utilisateur. Donc nous, notre spécialité, ce n'est plus le centre d'appel tel qu'on le disait il y a 20 ans, ça a changé tout ça, on parle notamment de BPO, comme on vient de le dire. Donc c'est notre capacité à mettre à disposition de ces entreprises eh bien, des personnes qui ont les spécialités et les connaissances métiers. L'industrie peut être la technologie financière, ça peut être la logistique, ça peut être le voyage et le tourisme, ça peut être le e-commerce, notamment aujourd'hui, qui est en pleine expansion, vous vous en doutez. Donc c'est ça notre spécialité, gérer la relation client, les problématiques d'achat, les difficultés de suivi des commandes, l'optimisation des ventes, bien évidemment, soit en B2C, donc avec l'utilisateur final, soit aussi en B2B, parce que nous avons des plateformes qui gèrent aujourd'hui non pas seulement des particuliers, mais des professionnels, bien évidemment. Donc vous avez dit 33 pays, 22 marchés, mais quelle est la place de la Tunisie là-dedans? Alors c'est une place centrale. La Tunisie était déjà les crossroads, il faut que je retrouve mes termes français, mais donc l'intersection de la Méditerranée, il y a des millénaires de ça, elle l'est encore aujourd'hui pour d'autres raisons. La première, c'est le pool, donc la disponibilité des talents, que ce soit en termes du niveau éducatif, que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes de connaissances métiers. Alors on parle beaucoup d'ingénierie, et malheureusement pour la Tunisie, de la fuite des cerveaux vers les pays européens, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui gardent des spécialités en Tunisie. Et nous, c'est ça que nous chassons. Ce sont les talents, les capacités. Alors évidemment, les gens rentrent chez nous assez jeunes. Ils manquent parfois d'expérience. Ils viennent juste d'avoir leur diplôme. Par contre, à nouveau, la motivation est là. Donc la Tunisie, c'est central déjà pour ça, pour ses compétences, ses connaissances. La deuxième raison, c'est que c'est juste aux portes de l'Europe, mais aussi aux portes de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont donc l'Europe est un vieux continent toujours en croissance, mais les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique aussi. On parle, alors je ne sais plus exactement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus d'une vingtaine de pays, et nous avons des clients tels que PayPal, on peut le nommer, qui aujourd'hui comptent sur ce continent pour leur développement. Donc ça, c'est la deuxième des raisons. La troisième, c'est ce que je disais il y a quelques jours quand je faisais l'event des 20 ans, c'est que moi, j'ai trouvé en Tunisie une volonté de développement, réellement une résilience de la part des personnes qui sont ici, qui travaillent ici, et cette envie de bien faire, cette envie d'aller de l'avant. Et je vais être honnête, on la trouve pas partout dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est une richesse, c'est un atout, et c'est la raison pour laquelle Transcom a décidé de capitaliser en Tunisie. Donc nous avons ouvert un nouveau site en 2019, un deuxième site en 2024. Maintenant, le temps passe vite, et je l'espère, un troisième site dans le plan d'action de 3 ans que nous avons dans notre nouvelle vision. Alors vous parliez de BPO, vous parliez de métiers, des financiers. Donc est-ce que au sein de Transcom Tunisie, vous recrutez beaucoup plus des gens qui ont ce métier, c'est-à-dire des financiers, des commerciaux, des gens du marketing, ou alors est-ce que aussi vous faites du développement en Tunisie? Est-ce que c'est une plateforme de développement aussi sur l'international? Alors c'est une plateforme de développement. Je pense que l'un des gros avantages pour quelqu'un qui va entrer chez Transcom, et là je parle aussi bien pour de futurs employés, des candidats, que pour des clients qui éventuellement viendraient nous rencontrer ici en Tunisie ou ailleurs. C'est la capacité de Transcom à mener des plans de développement de carrière, des plans d'intégration, de spécialisation dans différentes industries. J'en parlais tout à l'heure, à nouveau, tout ce qui est marché de technologie financière. Nous avons des temps de formation qui peuvent aller, pour certains cas, jusqu'à 9 mois. Alors, il y a des paliers, des tiers, comme on dit en anglais. Première formation de 3 semaines, après 6 mois, à nouveau 3 semaines. Mais donc, le temps d'atteindre cette expertise, cette connaissance métier pour certaines de nos industries, c'est presque 1 an de formation en complément de ce que les individus auraient pu faire à travers leur background, leur parcours éducatif. Donc, pour résumer un petit peu ma question, nous allons prendre des personnes qui ont un diplôme, certes, parce qu'il y a quand même un minimum de connaissances pour travailler dans une multinationale. Après, la personne n'a pas besoin d'avoir la connaissance métier spécifique, nous allons l'apporter. À ça, je vais adjoindre la partie innovation et technologie, qui est très présente dans notre domaine, parce que nous sommes les précurseurs, ce que j'appelle aujourd'hui un partenaire à valeur ajoutée. À nouveau, le centre d'appel où on reçoit des appels, c'est fini. Aujourd'hui, ce qu'on veut donner, c'est du conseil, c'est du développement et c'est l'amélioration de la relation client. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Ce qui fait qu'on gagne en expérience, c'est justement le fait de pratiquer. Quand on sait tous, on a fait notre parcours éducatif, souvent on manque d'expérience.
Donc là, aujourd'hui, on a des technologies, on arrive chez Transcom, on fait notre formation de 3 semaines, et puis les tâches en français, excusez-moi, ne sont pas forcément au rendez-vous. Et ben aujourd'hui, on utilise donc les services d'intelligence artificielle pour simuler des appels clients, des chats clients, des emails clients. Et donc, en réalité, quand on travaille, on ne sait pas est-ce que c'est un vrai client ou est-ce que c'est une intelligence artificielle qui nous envoie la demande, qui nous soumet la problématique. Et quoi qu'il arrive, à longueur de journée, on est en train de s'entraîner, on est en train de s'apprendre, sans vraiment savoir forcément pendant la période d'incubation, est-ce que c'est un client ou est-ce que c'est juste un test pour qu'on puisse s'entraîner. Donc voilà le genre de choses qu'on apporte. Et ça, c'est un accélérateur en termes de développement des compétences des individus. Et puis pour les clients, c'est aussi un accélérateur. Et puis ça assure qu'il y a toujours ce niveau de développement dans la maîtrise de l'industrie ou des compétences. Vous parliez tout à l'heure donc du changement du métier, du BPO, c'est-à-dire que c'est pas uniquement juste le téléopérateur, c'est aussi donc des chatbots, l'intelligence artificielle, des mails automatiques, ce genre de choses. Est-ce que c'est ça qui vous permet de ne pas appréhender certains changements de législation, comme ça va être le cas par exemple en France l'année prochaine, qui va être problématique pour un certain nombre de boîtes de téléopérateurs, puisque maintenant il faut vraiment avoir déjà accepté le fait de recevoir un coup de fil, quoi. On peut plus appeler les gens comme ça. Ouais. Oui, alors on a un changement de métier. Ça va très 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 vite. C'est un métier où on s'ennuie pas. Alors ça, c'est la bonne chose. Alors on a un département légal qui est aux aguets, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a des changements de législation non-stop. Alors après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. En Italie, ils nous ont passé une loi il y a quelques années où, imaginez un client qui appelle un service téléphonique en Italie, il doit avoir l'option de dire « je veux parler à quelqu'un qui est en Italie ». Tendance, mais bon, il a l'option, tapez 1, vous restez avec un Italien, tapez 0, vous pouvez parler avec quelqu'un qui est basé en Tunisie, au Maroc, en Albanie ou ailleurs. La France, pareil, il y a eu toute une période où il voulait éviter que les emplois aillent ailleurs, que, pareil, il y ait du démarchage, donc il fallait afficher les numéros. Voilà, donc ça bouge tous les jours. Là, maintenant aussi, on a le GDPR, ou RGPD en français, pardon, avec tout ce qui est sécurité des données. Donc oui, l'aspect légal, on est toujours en train de faire attention à qu'est-ce que nos gouvernements vont nous sortir. Moi, je vais être honnête, c'est normal. On évolue, on invente de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de travail. Il faut légiférer. Après, il y a des questions philosophiques parfois sur l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des cas où la loi doit intervenir pour protéger les utilisateurs, les entreprises. Donc c'est tout à fait normal et oui, on y fait attention. Alors, est-ce que je suis inquiet? Non, parce que justement, nous sommes dans un métier où nous devons être, je vais pas dire dans les prémonitions, proactifs. Proactifs, absolument. Moi, je dis toujours à mes équipes, ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est le travail que vous avez fait il y a 6 mois ou 1 an. Donc il faut effectivement anticiper, être proactif, comme vous le dites, qu'est-ce qui va nous arriver demain avec ces nouvelles technologies, avec ces nouvelles méthodes de travail. Et puis après, on s'adapte, c'est tout à fait notre rôle. Nous devons être conformes aux lois en vigueur de nombreux pays, presque une trentaine comme je vous l'ai dit, et ça fait partie de notre ADN. On s'adapte. J'ai une question à vous poser en fait par rapport à Transcom Tunisie, surtout que c'est un groupe, c'est une multinationale qui est basée dans plusieurs pays. Est-ce que Transcom Tunisie a une place spéciale dans le groupe? Alors, Transcom Tunisie a une place spéciale dans mon cœur déjà, pour commencer, bien clair. Évidemment. Petit pays, mais un grand cœur. Après, dans le groupe, elle a une place très spéciale. Déjà, c'est l'une des 3 destinations avec les meilleurs niveaux de performance au sein du groupe, au sein du monde. Et je pense, alors là, j'oublie le nombre de sites, mais on est au-delà de la 50aine, peut-être même de la 60aine aujourd'hui. Donc, dans le plan de développement que nous avons, dans le plan d'offshoring, parce qu'on parle d'offshore, même si on est juste au port de la Méditerranée, la Tunisie est aujourd'hui un hub et un point clé. Pour Transcom, évidemment, en termes de compétences, je l'ai déjà dit, de profitabilité aussi, il faut le dire, nous avons des actionnaires, il faut leur rendre des comptes, mais surtout le 3e point, et peut-être le plus important, c'est car c'est un centre d'excellence opérationnelle. Pour plusieurs clients, aujourd'hui, nous avons développé en interne pour ces clients des capacités de management et d'optimisation des process, d'amélioration de la performance et donc de leur niveau de qualité, de leur niveau d'efficacité. Et c'est une pépinière qu'ils utilisent ensuite à travers leur réseau mondial, y compris d'autres BPO, d'autres centres d'externalisation. Donc nous menons aujourd'hui des pilotes
que ce soit en termes de méthodologie, de process, de technologie, d'innovation, que ces mêmes clients vont prendre, ils vont dupliquer ailleurs, ou que Transcom, au niveau worldwide, moi j'étais Chief Operating Officer pendant quelques années, et donc je prenais les actions de la Tunisie pour les intégrer dans les grands comptes au Portugal, en Espagne, en Colombie même, où je suis allé plusieurs fois pour intégrer les méthodes de la Tunisie. Alors encore une fois, joyeux anniversaire, 20 ans. En fait, qu'est-ce que vous trouvez en Tunisie au niveau ressources humaines que vous ne trouvez pas ailleurs? Alors, déjà d'un point de vue personnel, j'ai trouvé l'amour de ma vie, ma femme, ici en Tunisie. Ce qu'on trouve en Tunisie qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est déjà le talent multilingue. À nouveau, croisement de la Méditerranée, des gens qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent allemand, qui parlent italien, qui parlent arabe, bien évidemment. Et donc ça, c'est une richesse parce que aujourd'hui, à nouveau, on en parlera peut-être un petit peu après, on a l'intelligence artificielle qui augmente nos capacités de traduction simultanée. Mais à l'époque, quand on a commencé, et même encore maintenant, on a beaucoup de clients qui veulent une langue native, sans l'intervention de la voix un petit peu robotique, malgré tout, d'Alexa ou l'équivalent. Et ça, on le trouve en Tunisie. Ce talent linguistique, ça, c'est vraiment la première richesse qu'on va trouver. La deuxième, moi, je l'avais vu en arrivant en Tunisie. J'avais fait un benchmark en 2005, donc, entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et ce que j'ai trouvé en Tunisie, c'est un niveau d'éducation qui était un cran au-dessus des voisins. Voilà. Les infrastructures aussi, il y avait eu énormément d'investissements, les technopoles, le développement de la fibre, de la DSL à l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc ça, les infrastructures bien évidemment, et le développement au niveau de l'éducation, à nouveau, je ne le redis jamais assez, mais c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, dernièrement, la Tunisie est un pays qui est connu pour le tourisme, pour les échanges culturels avec tous les pays aux alentours, notamment européens. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on a des clients qui viennent, qui ne connaissent pas forcément la Tunisie. Moi, à l'époque où j'habitais aux États-Unis, parce que je suis moitié américain, j'ai dit à mes amis, mais moi, je vais déménager, je vais aller à Paris. Et ils m'ont dit, Paris au Texas? J'ai dit non, Paris en France. Donc, quand on leur dit la Tunisie, quelque part en Afrique. Tunisia, Indonésia, voilà. Voilà, hein, c'est pas loin. Donc, c'est assez difficile. Tunis, Nice, voilà. Tunis, Nice, littéralement. Hein. On en a eu deux il y a pas longtemps qui ont commis cette erreur. Et donc, oui, c'est une géolocalisation, par contre, pour les Européens, qui est très connue, qui est rassurante. Et ça, quand on est un client et qu'on veut externaliser sa relation client, ce qui est un peu l'or noir de la production de pas mal de clients, c'est touchy, c'est difficile, et donc la Tunisie est rassurante. Voilà. Pour revenir un petit peu sur le BPO, vous parliez tout à l'heure d'externalisation de relations clients. C'est un secteur en profonde mutation et c'est vraiment culturel, parce que vraiment la relation client en général, c'est vraiment l'ADN d'une entreprise, quoi. Normalement c'est quelque chose qui doit être au sein même de l'entreprise, parler à ses clients, leur répondre, être sûr que le bon message va sortir. Donc ça fait partie des changements, ça fait partie des nouvelles tendances. Et est-ce qu'il y a d'autres tendances qui sont en train de sortir actuellement au niveau de transformation de ce métier? Alors, c'est un très bon point. C'est difficile d'externaliser son service client parce que c'est le corps et âme de ce qui fait une entreprise, justement, la clientèle et puis la gestion de ses clients. Alors, c'est assez ironique, mais en réalité, c'est la première chose qu'il faut externaliser. Parce que vendre un produit, vendre une idée, vendre un service, eh ben c'est ça le cœur de métier d'une entreprise. Mais après, savoir gérer le client, l'accompagner, faire face à ses problématiques, ses envies, ses besoins, ses attentes. Mais ça, c'est un autre métier. Voilà. Donc, pour nous, c'est la première chose qu'on va mettre en avant. C'est de dire, nous sommes des spécialistes de la relation client, de la relation agent, à travers nos process, nos capacités à gérer des métiers, nos spécialisations, le fait que nous soyons justement multitask, capables de gérer plusieurs industries, logistique, technologie financière, e-commerce, je l'ai déjà cité, mais surtout le développement des compétences des individus, la gestion de la performance, l'optimisation de l'efficacité, parce qu'on parle aujourd'hui d'un monde qui cherche la profitabilité, la rapidité. Il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps en France avec des colis Shine qui sont arrivés aux douanes, ils ont voulu en ouvrir 200 000. Faut le processer, c'est pas facile. Donc pareil, lorsqu'il y a des pics du Black Friday, de Thanksgiving, de Christmas,
il va y avoir beaucoup de ventes en e-commerce, beaucoup de mouvements financiers au niveau des cartes bleues ou des paiements en ligne, des colis par million. Et ça, c'est un métier. Et nous, c'est notre spécialité. À travers l'automatisation, à travers le développement des compétences, à travers les revues fonctionnelles des niveaux opérationnels, ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance, et bien ça, c'est la valeur ajoutée qu'on va apporter à une entreprise qui gère des colis, qui gère de la vente, qui gère des achats aussi, pourquoi pas, qui gère des flux informatiques. Un autre exemple que je donne très souvent, c'est le milieu du voyage, des compagnies aériennes qui utilisent des systèmes assez complexes, qui sont Amadeus ou Sabre. On parlera un petit peu plus de développement, peut-être qu'on aura l'opportunité d'en parler. Et donc nous avons des spécialistes qui ont ces formations, qui ont ces connaissances et qui sont capables de gérer directement sur le système. Si aujourd'hui, les compagnies aériennes, dont le métier est d'assurer le transport via leurs avions des voyageurs aériens, se mettent à gérer les bookings, les programmations d'Amadeus ou Sabre, ils sont en train je vais pas dire qu'ils sont en train de perdre de l'argent, j'irai loin, mais ils ne sont pas en train d'optimiser la capacité et leur cœur de métier. Autre chose, lorsqu'on parle de mutation du métier, il y a quelque chose aussi, qui peut être un danger pour des entreprises comme la vôtre, c'est la démocratisation des outils. Qui maintenant, on peut avoir accédé à un outil sur Internet qui transforme un mail en ce qu'on appelle en lead, avec toute la batterie de marketing digital, et qui permet de déclencher avec des programmations d'emails, de relance, etc., pour pouvoir arriver justement à avoir une vente. Ça aussi, comment est-ce qu'on se défend par rapport à ça? Alors ça, c'est un très bon sujet. On l'a remarqué, la vente directe ou indirecte comme ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors c'est un petit peu la psychologie humaine, le son casse, beaucoup moins bien que lorsqu'on rend un service. Exemple, je vais appeler un utilisateur inconnu, ou je vais le contacter par mail, par LinkedIn, je vais dire tiens, est-ce que vous avez besoin de tel produit, tel service? 99,9% de chance, ça va être un non. Par contre, un utilisateur me contacte avec un besoin X. Sa voiture ne fonctionne pas, son colis n'est pas arrivé, sa commande a disparu, son paiement n'est pas passé. Je résous ce besoin-là. Et par la même occasion, j'ai le contact, je viens de rendre service, je propose un service à valeur ajoutée, ce qu'on appelle le upselling ou le cross-selling, à cet individu. Tiens, je vous ai aidé, êtes-vous au courant de telle ou telle ou telle option? Eh bien là, psychologiquement, ça va beaucoup mieux passer. Et donc, une fois de plus, on revient sur cette notion non plus du centre d'appel de téléprospection ou de télévente, mais de valeur ajoutée, parce qu'on a rendu un service et on est capable, eh bien là, de rajouter quelque chose qui puisse être utile vis-à-vis de l'interlocuteur à qui on parle. Donc non, pas excessivement inquiet de toutes les plateformes automatisées qui vendent la terre et l'univers, parce que je sais que nous, on a les talents et on parle aux personnes qui en ont besoin. Et pour moi, la vente, c'est d'abord la recherche de besoin. Je fais souvent référence à ce film avec DiCaprio, le Wolf of Wall Street, où il demande « Vendez-moi ce stylo ». Mais la problématique, c'est pas le stylo, c'est ce qu'on fait avec. C'est la même chose pour nous. Mais justement, ça c'est important. Mais l'autre aspect, c'est que maintenant, beaucoup de PME peut-être vont rechigner à externaliser, alors qu'elles peuvent accéder à des outils sur Internet. Même des grandes marques maintenant sont en train de proposer des produits avec des tarifs un petit peu démocratisés pour qu'ils puissent justement déléguer cette relation client à cet outil et générer des leads. Oui. Alors là, il faut évidemment qu'on parle de ce sujet-là. Transcom a un hub de développement applicatif. Alors, il n'est pas basé en Tunisie pour le moment, mais j'en discute encore avec des membres du board. Nous sommes basés en Inde ou aux Philippines, mais nous avons une équipe de développement applicatif avec nos propres solutions. Alors, certaines sont faites en partenariat avec des startups, d'autres sont complètement in-house. On appelle ça le T-Univers. Donc toutes les solutions de Transcom, c'est T, c'est notre logo, c'est notre marque de fabrique. Et donc dans le T-Univers, on va retrouver des outils tels que T-Coach, T-Perform, T-University, qui sont des bases de données pour l'optimisation des connaissances. Donc oui, aujourd'hui, nous essayons d'être à nouveau proactifs à ce sujet et
de proposer nous-mêmes en fait à nos clients ce qui pourrait nous pénaliser dans les années futures. Alors c'est un petit peu ironique parce que on se dit qu'on va peut-être se cannibaliser en proposant ces solutions. Peut-être que nous aurons moins d'agents, mais en réalité, le but in fine, ce n'est pas d'avoir un nombre X d'agents ou d'employés. C'est d'apporter une valeur ajoutée et de générer par là même une profitabilité à l'entreprise. Et donc les gens nous disent souvent, mais oui, mais là, du coup, il y aura des pertes d'emplois. Je ne pense pas, parce que derrière, il faut programmer, il faut développer, il faut entretenir. Et ça, du coup, ça demande à nouveau des compétences, de la main-d'œuvre et du recrutement alternatif. Donc oui, là, on essaye d'être en amont. Je vous donne un exemple concret, si on peut en parler maintenant. On parlait de langue tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui mis en place une application live où un utilisateur en Suède nous appelle de la voix en suédois. Et moi, j'ai l'agent qui est ici, en Tunisie. Et lorsqu'il reçoit la voix dans son casque, dans son PC, la voix, il l'entend en français, en anglais ou même en arabe, en live, avec un décalage de même pas une demi-seconde. Et il peut répondre dans sa langue de prédilection, et l'utilisateur en Suède va entendre la réponse de l'agent en suédois. Donc ça, ce sont des technologies, par exemple, que nous mettons en France, c'est des plateformes de traduction automatisées et immédiates. Donc c'est un des nombreux exemples. Par contre, on peut aller plus loin aujourd'hui avec les chatbots, on en a parlé, on a des agents virtuels qui gèrent des tasks. Alors souvent c'est du back-office, du chat plutôt que de la voix. Et ça, oui, ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'agents, mais ça veut dire que derrière, qu'il y a des gens qui sont chez Transcom en train de développer, d'entretenir les bases de données, d'améliorer les process aussi, les scripts. Voilà, on n'est pas inquiet. Ouais, il y a beaucoup de développement technologique. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? Comment est-ce que vous envisagez, je sais pas, maintenant on peut plus dire de plan sur 5 ans ou 10 ans, mais on va dire l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, Transcom est toujours sur une perspective de développement. Nous avons fait notre capitulation il y a plusieurs années déjà, lorsque Altor, le fonds d'investissement qui était l'actionnaire prioritaire, en fait, a racheté Transcom. Donc, nous sommes sur un plan de fusion, d'acquisition, de développement externe essentiellement. Donc notre but, c'est d'utiliser la consolidation des fusions et acquisitions qui ont été faites pour justement avoir un effet de levier sur les années à venir. Donc ça, c'est l'optique numéro 1. L'optique numéro 2, c'est de revoir nos géolocalisations. Nous étions très orientés Europe pendant pas mal de temps, très orientés aussi États-Unis et côté Est extrême, Philippines. Là maintenant, nous revoyons le mix. À nouveau l'Inde qui vient d'arriver, l'Égypte qui se développe, l'Afrique subsaharienne que nous sommes aussi en train d'analyser. Donc la géolocalisation est un de nos deuxièmes points de développement. Ensuite, le troisième point, c'est l'optimisation de nos ressources. Nous sommes dans un monde où les ressources sont limitées, on en parle quand même beaucoup. Nous sommes sur des plans de croissance et de développement, mais nos ressources, elles, ont une fin, on en parle bien évidemment. Et donc là, nous avons mis en place implémenter tout ce qui est normes ESG, développement durable, net carbone zéro d'ici 2050. Alors c'est loin, mais ça va vite quand même. Donc l'implémentation de panneaux solaires sur nos sites, de bornes à recharge pour les voitures, de traitement de l'eau, de recyclage, et puis aussi de mise à disposition des mentalités sur l'économie d'énergie, des lumières et de tous les composants que nous utilisons. Vous voyez, plus de 2000 personnes ici en Tunisie, ça consomme et donc chacun doit faire sa part. Donc ça, c'est aussi un des points sur lesquels nous travaillons activement sur les années à venir. On a parlé des perspectives d'avenir. Quels sont vos besoins finalement en Tunisie, vos besoins de développement comment est-ce que vous recherchez des talents pour pouvoir renforcer l'équipe? Comment ça se passe? Oui, nous avons une équipe d'acquisition de talents qui vient de se développer avec 2 personnes supplémentaires. Et le but, c'est de participer à tous les événements, toutes les foires de recrutement, tous les salons de ressources humaines, de mettre en avant la marque de Transcom en termes d'employeurs, de faire valoir les opportunités de carrière. Ça, c'est vraiment le point le plus important aujourd'hui. Alors, je n'ai plus les statistiques exactes, mais entre l'entrée chez Transcom et l'optique de développement
que ce soit sur un poste de team leader, de gestion de la qualité, de trainer, de business manager. Donc les capacités de développement sont vraiment très très nombreuses. À nouveau, je ne voudrais pas donner des statistiques fausses, mais je crois qu'on n'est pas loin de 20% des personnes qui entrent qui, dans les 3 ans qui suivent, ont une promotion. Après, Transcom, c'est plus de 100 personnes recrutées par mois. 100 personnes par mois. Voilà. Waouh. Donc oui, on est très présent, c'est très important pour nous. Et je vous rassure, c'est pas que les gens partent, c'est que nous sommes sur des perspectives de développement et une croissance assez intense. À nous, les clients nous font confiance. Donc oui, nous sommes très présents sur le marché de l'emploi. Et à nouveau, le message que je voudrais faire passer, c'est tout le monde a sa chance. Et on fait comment? Alors, première chose, c'est d'aller sur le site. Nous avons le site transcom.com et d'aller sur la rubrique Tunisie pour nous trouver. Facebook, bien évidemment, nous sommes présents avec un lien direct pour postuler. Instagram aussi, vous allez pouvoir nous trouver. Et sinon, LinkedIn, bien évidemment, la plateforme professionnelle. Alors, vous n'avez pas trouvé Transcom Tunisie, c'est Transcom Worldwide. Et après, l'outil va vous renvoyer directement sur la Tunisie. Tout est automatisé. La soumission du CV, la réception du mail, la préparation de l'entretien, les tests linguistiques. Voilà, tout passe par un système que nous avons en interne. Voilà, on a beaucoup parlé de Transcom. Dans la deuxième partie de l'émission, restez avec nous. On va parler maintenant un peu plus de Erwan Ince, notre invité, pour connaître un petit peu sa vision, son style, sa manière de penser le leadership. Donc, à tout de suite. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Deuxième partie de l'émission avec notre invité Erwan Ince. Entrepreneur à la une a été enregistré à la galerie Bardot Collection. Je rappelle que vous pouvez voir notre émission sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, CETV, ainsi que sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et sur le site web cetv.tn. Et nouveauté, maintenant on est sur podcast, donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify et Apple Podcasts. C'est simple, il suffit d'écrire Entrepreneur à la une. Voilà, donc Erwan Ince, on revient maintenant un petit peu sur vous, sur votre parcours. Déjà, avant de parler de Transcom, comment est-ce que vous avez découvert la Tunisie? En fait, j'avais peut-être même pas 10 ans. J'avais ma grand-mère et mes cousines qui venaient en Tunisie chaque année, voilà, à Monastir, chaque été. Et moi, à l'époque, j'habitais aux États-Unis avec mes parents et donc ça me tentait pas trop. Je préférais aller à Miami ou à Los Angeles pour les vacances et donc je suis jamais venu, mais j'en ai entendu parler quand j'étais petit. Et puis en 2005, je travaillais pour une entreprise française qui m'a demandé de démarcher en fait les potentiels en Afrique du Nord. Donc je suis allé au Maroc, je suis allé en Algérie, puis j'ai atterri en Tunisie et là j'ai fait là il y a du potentiel, là il y a de quoi faire. À tous les niveaux, personnel, professionnel. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Tunisie en 2005 et que j'ai très rapidement fait le business case pour qu'on puisse s'implémenter en Tunisie l'année même. Voilà. Et vous avez choisi exprès d'avoir votre anniversaire avec la date de création de Transcom Tunisie il y a 20 ans? Même pas. Je m'en suis rendu compte au moment où j'étais en train d'écrire le speech pour les 20 ans de Transcom. Je me suis dit, mais moi, ça fait 20 ans que je suis là aussi. Eh bien, d'une pierre deux coups, comme on dit. Voilà. Non, le hasard fait bien les choses. Et comment vous êtes arrivé donc à la direction Transcom Tunisie? Vous avez passé des étapes? Oui, alors ça a été un concours de circonstances. Déjà, à la base, moi, je ne viens pas du monde de l'externalisation de services. Je viens de la distribution de produits de télécommunications et de commerce international. Et avant ça, j'ai même un background un peu plus vente et littéraire, si on creuse suffisamment loin. Voilà, il y a des squelettes dans le placard de ce côté-là. Et donc en fait, c'est en 2012, donc peu après la révolution du jasmin, comme on l'appelle, qu'une société américaine a fait appel à moi en me disant, mais tiens, c'est compliqué pour nous là-bas, est-ce que tu peux nous aider, est-ce que tu peux prendre la direction d'une entreprise qui est justement un BPO? J'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais je me suis dit, par contre, mener des entreprises et manager des personnes, et puis surtout éteindre le feu, ça je sais faire.
Et donc ça a commencé comme ça. Et Transcom, en fait, c'est un cabinet de chasseurs de tête qui a fait l'appel à moi en 2016 en me disant tiens, il y a un potentiel. En fait, le directeur général va peut-être partir à la retraite dans quelques années. Il cherche un adjoint. Et donc voilà, j'ai été élu à cette position. Et il faut savoir qu'en réalité, moi, auparavant, je n'avais jamais travaillé pour une multinationale. Je les évitais. Mon père était un homme de carrière, il a fait 45 ans pour une multinationale. Et moi, je préférais la flexibilité, je préférais les challenges, je préférais les missions qui duraient 2-3 ans et puis hop, on passe à autre chose. Et en fait, ce que j'ai vu de Transcom, en tout cas sur le papier, c'était que malgré le côté multinational, il y avait une approche PME, il y avait une approche familiale et surtout, il y avait cette notion de il y a le droit à l'essai, il y a le droit à l'erreur. Et moi, ça, vraiment, ça a résonné. Ça a plus la Tunisie, je me suis dit là vraiment j'ai le jackpot et donc go, Transcom 2016. Alors au tout début, c'était une période assez compliquée parce qu'il y avait des fermetures clients, il y avait des départs, il y avait les changements sur certains marchés, notamment italiens. Nous avions un site à l'époque qui était un petit peu vétuste et donc il a fallu réimaginer Transcom et avoir une vision. Et en fait, à travers cette vision, j'ai eu des opportunités qui ont été reconnues, déjà de sauver un certain nombre de comptes clients, ensuite de les développer, d'amener des solutions qui n'avaient pas été envisagées initialement. Et en fait, je suis allé d'opportunité en opportunité, de poste en poste. Donc je suis entré en tant que directeur des opérations avant de passer directeur pays. Et puis ensuite directeur grand compte et surtout Chief Operating Officer sur la zone Europe, Maghreb, Moyen-Orient, Afrique. Et ça m'a permis réellement de mettre la Tunisie et Transcom Tunisie sur le devant de la scène internationale. Voilà, donc je veux dire que j'ai été assez chanceux dans mes choix, mais surtout épaulé par des gens talentueux, parce que je dis souvent quand je suis en réunion, je n'ai qu'un cerveau. Par contre, autour d'une table, on peut être 6, 12, 20 personnes, et bien justement, qui contribuent à cette réussite. Donc je me suis surtout très bien entouré, je dois le dire. Plusieurs cerveaux, ça se gère. Vous êtes habitué à éteindre des feux. C'est quoi votre style de management? Pompier? Pompier, c'est sûr. C'est la priorité absolue. Alors, je pense que la question, il faudrait plutôt la poser à mes collaborateurs et mes équipes. Mais j'essaye d'avoir un mixte. J'ai toujours cette notion de la main de fer dans le gant de velours. Voilà. Alors, on le sait, c'est de notoriété publique. Je suis pas quelqu'un de facile. Je suis très souriant, je l'espère être très sympathique. Par contre, je suis extrêmement exigeant. Voilà, ça vient d'années d'expérience, justement dans la relation client, parce qu'on nous attend autour. Donc, le style de management, il va évidemment être participatif, parce que je pars toujours du principe que si on veut aller quelque part, il faut que les gens adhèrent. Il faut qu'ils adhèrent au projet, il faut qu'ils soient engagés, il faut qu'ils soient motivés, et pour ça, il faut faire participer les équipes. Donc, la méthode, on y va chacun pour soi, pas du tout moi, au contraire, je veux que les gens soient fédérés autour d'un projet, autour d'une envie, et mon rôle en tant que manager, en tant que leader, c'est d'amener cette vision, c'est d'amener cette envie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je ne micro-manage pas du tout. Voilà. Ça, c'est Steve Jobs qui disait, on embauche des gens intelligents pour que eux nous disent quoi faire et pas l'inverse. Donc ça, c'est mon style. Je veux que les gens me donnent des idées, je veux que les gens soient proactifs dans ce qu'ils peuvent amener eux à l'entreprise et à notre capacité de développement. Et puis après, je fais le tri, je guide, je réarrange un petit peu comme un chef d'orchestre. Mais c'est ça l'essentiel de mon style. Montrer la direction, expliquer comment on y va et ensuite accompagner les personnes et supporter, aider tous ceux éventuellement qui auront des difficultés ou besoin d'aide en chemin. On a l'impression que le BPO, c'est quelque chose qui se déshumanise un petit peu plus au fil du temps. Intelligence artificielle, chatbot, mail automatique, même si l'humain reste au cœur du métier, mais pour combien de temps? Est-ce que justement, on peut dire que le BPO reste humain? Oui. On le dit très souvent d'ailleurs chez Transcom, c'est un de nos motos, c'est people first. It's a people business, c'est une entreprise faite
par les gens. Nous ne créons rien. Nous ne créons pas de machines, nous ne créons pas de produits. Les services que nous importons sont gérés in fine par des humains, à travers des effets de levier technologiques, informatiques, des notions évidemment de digitalisation, mais à la fin de la journée, ce qui fait la différence, c'est la relation humaine, c'est justement cette expérience client qui, en tout cas à ce stade, ne peut être gérée que par la psychologie et les sentiments humains. À ce stade, je n'ai pas encore vu de solutions technologiques qui permettent d'externaliser le sentiment. À ce stade. À ce stade, bien sûr. Après, si demain ça évolue, si demain ça change, moi je suis quelqu'un de très confiant et de très positif en ce qui concerne la technologie. Je suis un enfant de la technologie, j'ai grandi avec toutes les différentes évolutions, comme sûrement le feront de nombreux jeunes aujourd'hui. L'humain s'adapte, justement. C'est, je pense, l'une des propriétés de notre être, de savoir ajuster, de savoir rebondir, de savoir utiliser les technologies à meilleur escient. Et donc, oui, moi je reste confiant que malgré toutes les valeurs ajoutées que vont nous apporter la digitalisation, l'automatisation, les process robotiques ou d'intelligence artificielle, derrière, l'humain continuera à mener, à intervenir. Ça changera. À une époque, on écrivait au stylo, ensuite on écrivait sur une machine à écrire, ensuite sur un ordinateur, ensuite sur des tablettes, mais on est toujours là, en train d'écrire, en train de gérer et en train de proposer ce qui est au fond de notre être, au fond de notre âme. 100 nouvelles têtes par mois, ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous gérez l'humain, vous, Erwan N'Jay? Alors, moi, je ne le fais pas tout seul. Est-ce que vous êtes dans votre tour d'ivoire ou est-ce que vous descendez aussi sur le terrain? Alors, moi, j'adore le terrain. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain, de soulever le tapis de temps en temps aussi pour vérifier ce qui s'y passe. Moi, je suis un homme de terrain. Voilà. La tour d'ivoire, la tour de contrôle, c'est pas du tout moi. Alors, on est obligé d'y être de temps en temps, quand même, parce qu'il faut avoir cette vue d'aigle. Des fois, on a le nez dans le guidon. Donc, il faut savoir prendre de la hauteur. Mais oui, là, les gens, il faut les accompagner. Donc, moi, je fais appel à mes équipes, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, je vais faire appel à ce qu'on appelle alors c'est des titres en anglais, Client Account Leader, Business Operations Leader, des directeurs des opérations, des directeurs de compte clients. Et eux, à travers leurs équipes, vont assurer l'intégration, l'onboarding, donc dans le jargon du BPO, donc l'intégration, et intégration au sein de Transcom, au sein d'une entreprise, que beaucoup de personnes en fait viennent chez nous juste après avoir eu leur diplôme, donc ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise, donc il faut déjà leur apprendre qu'est-ce que c'est que les notions professionnelles. Donc l'intégration au sein des notions d'entreprise, au sein de Transcom, nos valeurs, nos attentes, au sein de l'univers client, l'industrie bien spécifique. Donc ça, il y a tout un accompagnement, un plan de carrière. Nous avons des grilles de développement, y compris pour les managers. Donc les managers eux-mêmes vont suivre à travers T universités et à travers notre équipe de développement de compétences, des programmes de formation, d'apprentissage. Donc c'est de la formation continue. Enfin, des formations externes, bien évidemment. Et puis, nous allons avoir des personnes dédiées, des coachs, souvent qu'on appelle des QBBC, donc des Quality Based Behavior Coach. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être spécifique à notre métier, mais grosso modo, ce sont des gens qui vont coacher les managers, comment gérer les équipes, comment gérer les conflits, comment faire face à des situations critiques, comment gérer le stress. Et donc, toute cette organisation, c'est quelque chose que nous avons œuvré à mettre en place de manière à ce que dès qu'une des centaines de personnes rentre, eh bien, que je sois sur le floor, que je sois avec les équipes ou que je sois éventuellement en train de regarder d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de voyages, des fois on ne peut pas être présent, et ben je suis rassuré qu'à tout moment de l'intégration et de la carrière des employés Transcom, eh bien il y a quelqu'un pour accompagner et pour aider à développer ce talent humain sur lequel je compte beaucoup. Alors, Erwan N'Jay, on a bien parlé de vous, mais là, on va passer au moment le plus difficile de l'émission. Tout de suite, Fast and Curious. Vous êtes intéressé par tout ce qui est épique, médiéval. Vous êtes plutôt la Terre du Milieu ou le monde de Wheel of Time? La Terre du Milieu. Wheel of Time, en fait, même si Robert Jordan est très 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 connu dans le milieu, a connu un renouveau parce qu'il y a eu l'émission là récemment sur Amazon. Et moi j'avais lu ses bouquins et on parle
de 20 tomes de 1000 pages. Donc pour ceux qui veulent oublier la série, vous avez de quoi lire. Mais en réalité, j'étais gamin quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, La Terre du Milieu, dans une très belle édition d'ailleurs. Et oui, je pense que pour moi, la notion de l'heroic fantasy et de l'époque médiévale qui est attachée, c'est plutôt ça. Après, je suis un grand fan d'histoire. J'aime beaucoup, lorsque je voyage, faire les cités médiévales, regarder les sites archéologiques. Quand je suis venu en Tunisie, d'ailleurs, la première chose que j'ai fait, c'était le site de Carthage, c'était les ruines de Carthage et le musée adjacent. Rien à voir avec la Terre du Milieu, mais juste pour dire tout ce qui a ces notions d'histoire et qui peut être relié à notre monde, parce qu'il faut savoir que Tolkien, en fait, a écrit le livre alors qu'il était dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose qui transpire à travers son écriture. Et oui, donc il passera en premier. Tolkien, Terre du Milieu. Alors, pour diriger une équipe, il vaut mieux une épée bien aiguisée ou alors une bonne carte du royaume? Une bonne carte du royaume. Ouais. Alors l'épée, déjà, ça va faire peur. C'est pas le but. On veut que les gens soient engagés et soient fédérés autour de notre vision. Je dirais effectivement la carte du royaume. On doit savoir où on va. J'utilise très souvent cette analogie du bateau et des managers ou des dirigeants qui disent aux membres de l'équipage, allez, on rame. Tandis que si on a la carte du royaume, on dit, allez, on va aller là-bas. J'ai ma carte au trésor, il y a des pina coladas, il y a des palmiers, il y a de la danse. Allez, on y va, je sais où on va. Tout le monde va ramer. Donc, je pense que, pour moi en tout cas, la carte du royaume ira mieux que l'épée. Alors, je sais aussi que vous aimez Le Parrain et tout l'univers du Parrain. Hein, vous regardez le film une fois par an. Alors, je vais vous donner 2 citations. Allons-y. Et vous allez me dire celle qui vous correspond le plus en termes de leadership et de management. Alors, vous êtes plutôt il ne faut jamais haïr ses ennemis, ça trouble le jugement. Et l'autre, ce n'est pas personnel, c'est strictement business. La deuxième, ce n'est pas personnel, c'est du business. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre du Parrain, professionnellement, personnellement. Je veux pas donner de stéréotypes, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien évidemment, je le conseille très fortement, même cinématographiquement parlant. Mais oui, même en termes de business, on vient de le dire, c'est pas personnel, c'est du business. On a parfois cette tendance dans nos milieux professionnels. Alors oui, on est des individus, on interagit, Karim, Erwan, mais à la fin, le but, c'est le bien-être de l'entreprise. C'est le développement de l'entreprise. Pour nous, chez Transcom, des 2600 employés. Pour moi, de mes équipes. Et cette notion de business, effectivement, prend le dessus sur le côté personnel. Et c'est ce qu'ils disent dans Le Parrain, alors à des fins un peu néfastes, c'est vrai. Aussi, en regardant votre page Facebook, en 2012, vous étiez amateur de comment dire, de phrases clés, c'est-à-dire d'espèces de citations. Alors, je peux vous en donner quelques-unes. Hein. I don't have dreams, I have goals. Vous avez aussi Just be yourself, say something nice. Which one? I can do both. Oui, ça c'est sorti d'une série d'ailleurs. Je sais plus si c'était How I Met Your Mother ou Friends. Oui, j'en avais plein. Je me suis calmé en fait. Déjà, j'ai grandi, j'ai vécu, et je me suis rendu compte que même les meilleures citations du monde n'enlevaient pas l'expérience ou le fait de les vivre. Mais oui, il y en a certaines que j'aime beaucoup. Il y en a une que j'ai sortie il y a pas longtemps d'ailleurs en discutant avec ma femme parce que je cherchais un plan d'action. Et elle m'a dit, mais tu sais, le meilleur plan d'action, c'est d'agir. Voilà. Donc wow. Voilà. Et c'est le genre de choses que j'aime bien. Je me suis dit, tiens, ça aurait pu être une citation que j'aurais mis sur Facebook à l'époque. Mais oui, pour ceux qui vont sur le profil, vous les trouverez. Bravo. Je ne les sors plus trop. Mais j'aimais beaucoup. Merci beaucoup, Erwan Injay. Le mot de la fin? Eh bien, un honneur, vraiment. Une fierté d'être là, en Tunisie. Après tout ce temps et d'être encore capable et d'avoir des opportunités de rencontrer des personnalités comme vous, de faire partie du club des entrepreneurs TV, d'avoir la chance de promouvoir la Tunisie, l'emploi en Tunisie, la création de postes, le développement d'entreprises en Tunisie, la venue éventuellement de clients futurs dans ce merveilleux pays. Donc pour moi, oui, vraiment un grand honneur, une grande fierté, mot de la fin. Je n'ai que ça. Merci et bravo à tous ceux qui regardent, qui participent et qui assurent que demain
arrivera. Merci beaucoup encore une fois à Erwan Injay pour avoir participé à cette émission. Merci à l'hôte de l'émission, la galerie Bardot Collection. Nous remercions également la marque de vêtements Spada di Battaglia. Remerciements aussi aux partenaires de l'émission. Cette émission a été préparée et réalisée par Selim Hapser, moyen technique Plis.tn. On vous rappelle que cette émission est disponible sur les pages Facebook et YouTube CETV, également sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et le site web cetv.tn. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur Spotify et puis sur Apple Podcasts. Il suffit juste de chercher Entrepreneur à la une. Merci, au revoir et à la prochaine. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.